Mettre son nom sur une carte de visite. Quoi de plus simple, quoi de plus évident, quoi de plus naturel en somme. Quoi de plus naturel en somme, vous l'avez. Je me permets de pousser la chanson puisque Jean Claudio m'a devancé ce matin. Évidemment. Alors, les étudiants ne l'entendent pas toujours de cette oreille quand ils donnent parfois pour le pseudo. Il s'agit de créer une autre identité littéraire, fictive, mais pas seulement, dès lors, qui est transposée sur la carte de visite qui est un objet social et d'usage courant. Alors, on y trouve un plaisir de brouillage, de réinvention de soi sur une autre forme, on y mène une vie ou une vie parallèle, comme on l'a dit. La pratique existe aussi chez les femmes mais avec des enjeux singuliers. Alors, le développement des cartes de visite dans les années 1830 coïncide avec la décision d'Aurore Dubin de signer Sand pour reprendre l'expression de Martin Maillet. D'abord sous la forme G Sand, puis sous celle de Georges Sand. Ce geste inaugural va marquer au moins 2 générations de jeunes écrivains au XIXe siècle. Le pseudonyme masculin ne répond généralement pas chez les femmes, comme on le dit parfois, à une stratégie de prudence de côté, dans la mesure où usurper l'identité sexuelle n'est pas considéré par le code civil de l'époque comme une plaisanterie très amusante. On l'a vu ce matin, l'autorisation de porter un habit d'homme est réglementée par la police, et se libérer du nom patriarcal, le père ou le mari, agite le spectre d'un trouble, et je ne parle pas ici de trouble dans le genre, mais qui est encore au XIXe siècle, de trouble alors public. En fait, le choix du pseudonyme masculin popularisé par Sand répond à un fantasme d'auto-engendrement, tout autant qu'un affranchissement à l'égard de la tutelle masculine. Affranchissement dans la carte de visite montre à la fois l'efficacité et les ambiguïtés inhérentes à tout but de pouvoir d'un groupe dominé contre un groupe dominé. Je m'explique à travers 2 cartes de visite écrivaines fin de siècle qui se connaissaient peu. Alors j'aurais pu en prendre d'autres, car après Georges Sand, le choix du pseudonyme masculin donc, est devenu à la mode, de Marie Dago qui signe Daniel Stern, d'un Jeanne Moiseau qui signe Daniel Le Sueur, à la demande de son éditeur. Considérons donc 2 cartes, la première de Marguerite Benedict Rachid et de Mathilde Georgina Elisabeth Devereux Judicis et Georges Vernet. Ne faire apparaître que son alias littéraire, éventuellement avec la mention homme de lettres, comme on a parlé avec Julien ce matin, est un choix fort et aussi une source d'amusement. Quand on connaît le goût de Rachid pour la mascarade en tout genre, c'est-à-dire, je me plais à l'imaginer allant dans l'antichambre de quelque hôtel particulier, laissant sa carte et scrutant le visage interlogé du domestique chargé d'annoncer à son maître la visite de la vedette. Néanmoins, je fais un côté sur Rachid, dans le cas de Georges de Berbrun, le changement de genre se double d'un changement de classe sociale avec l'ajout d'une particule qui ne devra pas échapper, Georges de Berbrun. Oserais-je dire qu'il s'agit alors d'une double promotion pour cet écrivain, promotion à la fois de genre et de classe sociale, cet écrivain qui se rattache au roman de mœurs sur un naturaliste avec Victor Rouge, et un roman évidemment très attentif aux inégalités de classe sociale. Et ne pourrait-on comparer ce choix à celui du jeune Honoré Balzac, ajoutant à son nom une particule pour faire l'écrivain. Quitte à répéter, la carte de visite n'est pas un simple objet de littérature, c'est un objet lié au moins social, dirait Proust. À ce titre, il est remarquable de constater que Mathilde Judicis, Georges de Berbrun, avait déjà signé son contrat de mariage G. Johnston de Berbrun, se prévalant du nom de son père, George Johnston. Mais, me direz-vous, d'où vient ce Berbrun? Il s'agit d'un hameau en Dordogne Wallonie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son père ne l'avait pas reconnu. Mathilde Judicis est une enfant illégitime. Étonnant donc d'opter dans son contrat de mariage, puis sur sa carte de visite, pour le prénom d'un père fantôme, suivi d'un nom de village Cardone, ou même un nom lacanien, entendra d'être un de vos pères. De là, l'ambiguïté d'une carte de visite, où l'écrivaine s'affranchit de son sexe pour s'enchaîner résolument à un autre, choisissant quand même le père contre le mari. Autant le pseudonyme Rachid, androgyne, demandé qu'on précise comme de lettres, pour être sûr de bien comprendre la provocation, autant le pseudonyme Georges de Berbrun évoque naturellement le masculin, même le masculin. Il est vrai que le prénom Georges avec un S, sans S, pardon, envoie à Georges Sand de la même manière que G. Johnston sur le contrat de mariage, le G. Johnston, évoquait irrésistiblement le G. Sand des débuts d'Aurore Dubin. Cependant, Georges sans S est un prénom d'auteur ou un prénom anglais comme celui de son père Georges, alors que, avec le S, c'est indiqué ici sur la carte, c'est le prénom d'usage en français.
Par cette carte, Mathilde Judicis faisait donc plus que rendre public un pseudonyme, elle se refaisait un prénom, un nom, une lignée, un genre, puis un état civil en son.